Ok. Donc voilà, je m'appelle Sophie, je suis illustratrice et j'ai constaté quelques problèmes dans le domaine de l'art. D'abord, ça c'est connu, la notion d'artiste est floue pour le grand public. Pour beaucoup, c'est pas un métier. Pour les artistes, l'accès à l'information est très difficile. Enfin, tout est dispersé, tout est éparpillé, c'est pas facile. Et alors, en Belgique, il n'y a pas de plateforme d'offres d'emploi artistiques, donc vraiment qui sont spécialisés là-dedans. Donc, on propose Art and Job. Art and Job. Pour les artistes. Une communauté artistique et culturelle, centralisant l'information dans ton domaine. Crée ton portfolio. Ajoute un CV. Bref, un espace pour t'exprimer, trouver un travail et répondre à tes besoins. Pour les recruteurs, pro ou particuliers, un accès à une communauté d'artistes. 4 plans tarifaires pour répondre à votre demande. Artistes en job, Art and Job. Donc voilà, quelques précisions, 3 points importants. Par artiste, on cible tous les artistes. Pour toutes les infos, c'est vraiment toutes les infos nécessaires à un artiste pour se débrouiller. C'est un kit de survie. Et par recruteur, on entend toute personne ayant besoin d'un artiste, peu importe le statut, peu importe l'activité. Donc voilà. On a commencé avec une base de travail au hackathon par un CMS existant sur base d'une idée que j'avais eue de plateforme d'offres d'emploi artistique avec un point de vue communautaire, mais qu'on a voulu faire évoluer ici pendant le week-end. Donc voilà. Voilà, donc Art Job maintenant, c'est comme premier service tout d'abord une plateforme communautaire d'artistes qui est nourrie par un accès facile à l'information. On fournit des agendas culturels, des conseils, de l'actualité via nos partenaires qui ont de l'info mais individuellement. On offre aussi un portfolio, un espace de visibilité pour les artistes, donc en bref un kit de survie pour les artistes une fois qu'ils sortent. Comme deuxième service, on propose l'accès à toute personne qui ont besoin d'un artiste via un plan tarifaire qui correspond aux demandes et aux besoins d'accéder à la communauté. Toute personne qui, donc ça c'est le nouveau plan, toute personne qui arrive sur une page d'actualité ici se verrait proposer un échantillon, vous voyez offre d'emploi ici à droite, un échantillon d'offres d'emploi en lien avec l'article, avec possibilité de s'inscrire pour proposer une offre ou s'inscrire pour répondre à l'offre. Voilà. Donc d'un point de vue pratique, il faut un financement pour faire démarrer le projet. Et on pensait, avant l'arrivée des recruteurs, faire appel à un financement participatif, mais qui viserait plutôt les recruteurs intéressés plutôt que les artistes qui ne sont peut-être pas disposés à mettre beaucoup de sous. Les recruteurs, on leur offrirait un système d'abonnement moitié prix en financement et ils ont accès à ce que proposait l'abonnement en arrivant sur le site. Donc ils payent la moitié, ils ont le package complet. Voilà. Et alors pour le futur, donc on a des évolutions de fidélisation d'artistes et de recruteurs, un bot pour faciliter l'ergonomie du site et l'utilisation, un service de messagerie qui serait proposé du coup peut-être par Enco, et alors un système de vente d'objets d'art où là on prendrait une participation. Donc voilà, merci beaucoup pour l'écoute et pour l'attention. Nous voulions adresser le problème suivant. Nous arrivons dans un monde où il y a de plus en plus de produits, de plus en plus de channels pour trouver les produits qu'on cherche. Et on veut parfois faire un choix responsable, parfois faire un choix local, parfois favoriser certaines choses plutôt d'autres. Et donc dans cet élan-là, on a souvent du mal à trouver l'épicerie la plus proche qui fait ce qu'on veut.
dans ce cas-ci le bio, le local. On a aussi parfois du mal à prendre contact avec ces personnes, à pouvoir communiquer avec une ferme. Comment est-ce qu'on peut passer? Comment est-ce est-ce que vous avez du stock? Tout ça. Et donc, on aimerait bien simplifier dans l'ensemble tout ce qui se passe autour de cette communication et de cette interaction. Alors, il fallait cliquer. Bonjour, Carlos, Arnaud. Donc, après une brève introduction, on peut voir différents thèmes qui sont abordés, tels que le bio. Est-ce que ça intéresse certains parmi vous? Au niveau éthique, on aime l'homme, on aime les femmes, et on veut partager ensemble. Ah oui, il y a un micro aussi. Donc, l'offre complète, c'est en fait. On va passer à la géolocalisation, ça tout le monde comprend. Géolocalisation, on va pouvoir, avec cette application, trouver très facilement dans un rayon de 3 à 5 km autour de soi, pas au-delà de ça, mais bien au niveau local, au niveau circuit court, auprès des producteurs, auprès des visiteurs du site, mais aussi auprès des artisans qui peuvent préparer une pizza super sympa. C'est le voisin à côté, on ne savait pas qu'il préparait des bonnes pizzas, aujourd'hui on peut l'acheter chez lui. La mobilité, évidemment, c'est une application responsive, essentiellement, donc sur mobile, sur tablette et sur portable. Et alors, vous l'avez deviné, c'est pour tout le monde. Avec la démo qui suit, bien sûr. Voilà. Très concrètement, en quoi ça consiste? Voici. Donc, on voit ici une carte où on voit par exemple des restaurants, c'est ça que ces petites icônes sont censées représenter, mais aussi des fermes. Oui, l'icône n'est peut-être pas la plus belle. Mais bon, voilà, je vous le dis. Il y aurait aussi des postes locaux, des marchands, toutes sortes de channels pour s'approvisionner. Alors, on peut partir sur le canal standard. Regardez, c'est le maraîcher de Lumons. Je vous rassure, ça n'existe pas. Enfin, je ne vous rassure pas pour le coup. 5 étoiles. Voilà. On peut aller dessus. Il y a une espèce de système où on peut tout de suite réserver ce qu'on a envie. Donc, on peut demander 10 pommes, 10 tomates, 10 bananes. Et une fois qu'on a fini, c'est mis de côté. Et donc, on peut passer dans les 2 heures, 2 heures à définir avec le marchand ou le fermier en question, pour passer à aller chercher ce qu'on cherche. Mais ça, c'est une façon de faire. Après, on pourrait aussi... Ce qu'on a aussi implémenté, c'est tout simplement de pouvoir parler avec ces marchands. Donc avec les marchands, c'est-à-dire que pour communiquer au mieux, vous pouvez passer par le site, par l'application, ou par Skype, si vous préférez, ou par Messenger aussi, Facebook. Donc on peut dire bonjour. Sauf que ça ne tape pas. Donc vous connaissez le nom Bio.voyage aujourd'hui, vous adressez, vous téléphonez à Bio.voyage et vous demandez ce que vous voulez. L'avantage derrière ça, c'est qu'il n'y a personne derrière. Ça, c'est une technologie avancée, voire même complète, à la pointe, qui va vous répondre en fait. Et bon, quand vous voyez, l'effet démo est rentré en plein dedans. Mais vous pouvez déjà voir ce qui s'est passé un petit peu avant, quand j'ai pu essayer par moi-même. On dit simplement bonjour, l'application nous demande en quoi on peut vous aider, vous demandez des pommes, des poires, des bananes, et il vous propose le lien pour aller faire cette commande directement. Et donc ça part sur le système de réservation qu'on a vu tantôt, sauf qu'il est déjà rempli avec toutes les réponses que vous avez données. Voilà. alors, question évidemment que je n'attends pas de réponse, mais qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez que c'est une opportunité pour tout le monde de se rassembler, de trouver, voire même d'évoluer vers une alimentation plus saine, plus végane, je le dis vite, plus végétarienne et plus bio, plus éthique aussi? Très rapidement, comment est-ce qu'on pourrait avoir tout ça? Ça ne coûte pas cher, parce que ça ne demande pas beaucoup de ressources, mais on pourrait appliquer le même service qu'Azure, c'est-à-dire on paye par la consommation effective, fonctionnalité premium, crowdsourcing. Okay. Ouais. Eh bien, Merci à tous. Merci à tous. C'était 5 minutes, parfait. La troisième équipe, BIP2.
Or, les adolescents sont des acteurs, mais pas les passants. Certains réagissent, d'autres ignorent. Derrière ces images, un jeune bruxellois. Un vrai objectif, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils peuvent être acteurs dans la société et que quand ils voient quelque chose, ils ont le droit d'intervenir. Il y a une scène qui nous a particulièrement choqués, c'est lorsqu'il y a 7 adultes qui regardent la scène qu'on est en train de reproduire et qu'il n'y a pas un qui réagit. Et ça, c'est très interpellant parce qu'on se demande quel est le frein, qu'est-ce qui empêche ces 7 adultes de venir en aide au petit qui se fait humilier. D'après le réalisateur de ces vidéos, c'est la peur qui retient les passants d'intervenir. Voilà, donc agression, accident de voiture ou vitre cassée, comment réagir dans de telles situations? BIP2 est là pour vous, mais est là pour nous. BIP2 est un concept de protection citoyenne sur base de votre participation. Alerter en temps réel les autorités compétentes et renforcer la sécurité de la ville. Cette application formera une base de données cryptée et privée qui pourra être vendue aux services publics voulant améliorer leur efficacité. Donc pour illustrer, on peut par exemple prendre l'exemple d'une bagarre en rue. Vous pouvez, souvent on réagit, on s'écarte un peu, on se met à l'écart, on ne va pas prendre de coups, une réaction tout à fait normale. Mais BIP2 serait là pour vous permettre de faire votre propre rapport et agir pour la ville. Cette information serait géolocalisée et pourrait aider les services de sécurité, par exemple ici pour la police, de rendre son service plus efficace. C'est-à-dire, plus on a d'informations en nombre, au plus cette zone sera à surveiller et donc il y aura de plus en plus de passages au niveau de la police. Cette base de données peut aussi servir d'aide à la conception urbanistique, c'est-à-dire une zone a plus besoin de sécurité, par exemple on peut y apporter plus de lumière, etc. Ou encore pour les commerces, elle va s'implanter dans une zone qui est souvent plus sécurisée pour simplement son commerce. Schématiquement, donc l'application sera gratuite et elle se déroule en 3 phases. Un cas d'urgence, je suis à tel endroit, j'ai besoin d'un médecin, j'appelle. Une plateforme plus de rapport, donc je prends du recul par rapport à la situation, mais j'ai vu ceci, il y avait telle personne, il s'est passé cela. Et encore un autre cas d'extrême urgence, notamment pour le risque d'attentat. Je préviens, je rassure mon alentour, je suis à tel endroit et je suis vivant. Donc on rappelle que ça crée une base de données qui sont bien cryptées et privées. Et donc cette base de données peut soit être achetée par des services extérieurs tels que la commune ou bien encore les commerces, mais ces données restent anonymes. Et pour les services d'aide aux citoyens, l'information sera gratuite, anonyme de base, mais elle peut être, sur base de dérogation juridique, peut connaître les intervenants, etc. Donc si on passe au business plan, donc en fait on a au centre les valeurs que l'on veut instaurer. Donc c'est la sécurité du citoyen, l'aide pour les services pour en rendre leur efficacité encore meilleure et pour une protection du citoyen. Donc le but est vraiment d'instaurer une relation. Mais il ne reste pas confiance. beaucoup de temps, donc je vais passer directement à une démonstration. Il faut savoir que l'application, on l'a réalisée. Donc ici j'ai un petit bouton. Je peux lancer l'application, mais je peux aussi la lancer d'un simple clic. Pour lancer cette application. Alors à quoi ça va ressembler? En fait ça va ressembler à ceci. Donc vous lancez, vous avez une interface et vous pouvez commencer votre rapport. Mais admettons que vous avez un malaise en fait et que vous veniez de lancer l'application pour pouvoir demander de l'aide, et bien l'application se lance. Et le problème c'est que si vous avez un malaise et que vous tombez dans un coin et que personne ne sait que vous êtes là, ça pose problème parce que vous allez mourir dans un coin. Et donc ici l'application va simplement émettre un bruit. Une fois qu'elle aura un certain temps de passé, elle va émettre un bruit plus puissant. Une fois que un certain temps sera passé, c'est que vous êtes vraiment en danger, ça va envoyer un SMS à toutes les personnes que vous avez décidé de contacter. Si à un moment donné on arrive au temps critique de 2 ou 3 minutes, alors là il vous faut une urgence immédiate. Et vous poussez simplement sur appeler les urgences et ça appelle les urgences. Merci beaucoup.
géolocalisée. Cette monnaie, par définition, elle va être locale, elle va être éthique. Notre objectif est de faire une monnaie locale universelle. Le concept est plutôt simple. Un écho a une valeur comprise entre 50 cents et 2 euros. Lorsque vous achetez un écho, vous nous donnez 1 euro et nous on vous donne un écho d'une valeur d'1,50 €. Vous y gagnez donc immédiatement une valeur de 50 cents. En revanche, lorsqu'il s'agit d'échanger des échos contre des euros, pour éviter les abus, on divise la somme qu'on vous rend par deux. Ce qui se passe, c'est que l'écho est géolocalisé. Et plus vous allez vous éloigner de la position où vous avez acquis cet écho, au plus la valeur de votre écho va diminuer. L'objectif est de promouvoir le commerce local et d'encourager les gens à dépenser localement. Vous avez donc une plus-value immédiate dès que vous achetez un écho, mais plus vous vous déplacez avec, moins cet écho va valoir. Notre business model, en fait, a justement ce côté éthique, donc l'argent qui va être libéré, puisque vous allez dépenser de l'argent en vous déplaçant, en fin de compte, en vous déplaçant pour faire vos achats. Cet argent-là va être stocké virtuellement. L'objectif, c'est de créer une coopérative. Lorsque vous achetez ne serait-ce qu'un écho, vous faites partie de la coopérative. Cette coopérative va avoir des votes, des prises d'action à faire ensemble. Donc tous les citoyens ensemble pourront voter pour allouer l'argent qui sera dégagé justement par cette perte, ce brûlage d'argent entre guillemets, je vais dire virtuel. Par exemple, à chaque transaction qui se passe, il y aura une légère partie qui sera prise. Pensez à 3 cents par exemple. Dès que vous achetez quelque chose, le commerçant il perd 3 cents, un peu comme PayPal ou tous les systèmes modernes de paiement. Cet argent-là, vous pourrez par exemple décider de l'accorder dans une bourse citoyenne écologique. Donc, par exemple, mettons que moi je suis boulanger bio, je vends un pain bio à 1,50 €. Mais si vous achetez un écho pour 1 €, vous aurez cette valeur de 1,50 € et vous pourrez le payer à ce boulanger. Ce qui se passe, c'est qu'on peut très bien faire un système où lorsque vous payez cet argent, cela augmente, la valeur que vous lui donnez augmente. C'est-à-dire que vous lui donnez un écho 50, en vérité il a un écho 60 par exemple. Parce que cette démarche a été choisie comme étant bio, juste, locale. Donc la coopérative servira justement à distribuer cet argent. En l'occurrence, on voit que donc notre proposition de valeur, c'est de créer une économie responsable où chaque citoyen, à travers ses achats, va influencer, je vais dire, les déplacements d'argent et justement, plus on consomme bien, au plus l'argent qu'on a a de la valeur en fin de compte. Le bonus éthique, donc comme j'ai dit, le bonus éthique, donc, tel que j'ai dit, lorsque vous êtes un vendeur responsable, l'argent que l'on va vous donner va avoir une plus-value immédiate. La création d'une chaîne de valeur, donc plus les gens vont jouer le jeu, plus cet argent va prendre de la valeur, donc les mécanismes spéculatifs vont être positifs, et donc la plus-value immédiate. Pardon. Nous avons donc créé une application en vue de faire fonctionner ce système. Donc vous voyez que ici donc, on peut vendre ou acheter des échos, tout simplement, donc avec le système que je vous ai dit, quand vous payez 1 €, vous recevez un écho 50, et quand vous le revendez, vous obtenez la moitié de la valeur. Vous pouvez également traquer les échos, c'est-à-dire que s'il y a une école au Bénin qui est construite avec vos échos, vous saurez directement par quoi ils sont passés. Vous avez donné de l'argent à un boulanger, ce boulanger a donné à une œuvre caritative et cette œuvre caritative a fait ça. À l'inverse du Bitcoin, on sait exactement où votre argent est dépensé. Naturellement, ce n'est pas nominatif, il n'y a aucune intrusion dans la vie privée, vous n'avez qu'un numéro et donc les clients ne sont pas visibles. En revanche, tous les commerces sont visibles. Donc si l'argent que vous donnez à un commerce est investi de manière néfaste, vous le saurez immédiatement. Nous avons également un site web qui a été codé, un one page, qui est disponible sur une adresse qui malheureusement n'apparaît pas ici, mais c'est tout à fait disponible. Et voilà, pour parler rapidement de notre algorithme, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a une équipe qui était technique et spécialisée dans le fait de faire un algorithme qui est viable, pour ne pas faire de l'inflation et créer des choses qui ne seraient pas bien pour l'économie. Donc voilà, donc ça on a un algorithme qui est assez complexe. On a créé une simulation donc, qui permet de voir si jamais des citoyens agissent de manière aléatoire, comment ça se passerait. Et donc, dans une seconde phase, on aimerait bien faire passer notre logique en blockchain, donc un peu comme les bitcoins, pour que donc, chaque commerçant participe à sécuriser notre réseau. Voilà notre équipe. Donc, jeudi, on a eu une idée, on l'a pitché ici. À la base, on était un project manager et 2 web design. Donc voilà, donc on s'est entouré de quelqu'un qui travaille dans une banque et qui a des connaissances en data science pour nous aider. 5 minutes, merci. Voilà, parfait. Merci à tous.
fait, l'objectif de notre équipe est simple. Nous voulons en fait diminuer la problématique du chômage. Cependant, pour y parvenir, en fait, les moyens ne sont pas si simples. Je vais citer en fait quelques chiffres du Forum, donc pour ce début d'année 2017. Par exemple, la Wallonie en fait compte plus de 200 000 demandeurs d'emploi. Le taux du chômage de cette région du pays en fait s'élève à plus de 14%. Et un demandeur d'emploi sur 5 a moins de 25 ans, dont moi qui en fais partie. Donc comment est-ce qu'on peut diminuer ces chiffres? Donc tout d'abord, en fait, nous pouvons en fait centraliser les offres de formation qualifiantes. Nous pouvons également centraliser les offres d'emploi proposées par les entreprises. Mais en fait, cette centralisation engendre un océan de données. Donc ici, par exemple, nous avons classifié les formations proposées par le Forum. Donc et là, on voit bien que c'est déjà énorme. Comment est-ce qu'on peut faire le choix parmi cet océan de données? Donc, pour gérer une telle structure, on va utiliser un arbre de décision. Donc, en gros, quand vous allez chercher un emploi ou une formation pour quelqu'un, eh bien, on va dire, voilà, on va poser une question et en fonction de la réponse qui va être donnée, on va vous donner une orientation qui va être telle ou telle jusqu'à vous arriver à une formation qui devrait être la vôtre. Donc, dans ce cas précis, on va vous poser une question, on va vous diriger par exemple vers l'Oreca, et puis on va vous poser une autre question. Là, on va être commis de cuisine, mais on remarque que toute une partie des questions qui auraient pu vous être posées sont totalement niées, on fait comme si ça n'existait pas. Et donc, on va seulement sur un seul chemin. Notre proposition est, au lieu de dire oui ou non, c'est de donner une pondération. Et à partir de cette pondération, on peut dire, voilà, je suis plus pour une orientation vers l'Oreca, mais j'ai des compétences en informatique. Et à ce moment-là, on peut poser d'autres questions, non seulement sur la question de l'Oreca, mais aussi de l'informatique. Et on remarque qu'avec ce modèle-ci, la personne est plus apte à faire une application sur iOS que faire commis de cuisine, ce qui aurait été proposé dans le premier modèle. Alors, comment peut-on mettre cette idée en pratique? Élémentaire, mon cher Watson. Effectivement, nous allons utiliser la technologie Watson d'IBM. Donc, nous avons fait une application qu'on a commencé à coder hier. Nous avons donné des informations à Watson sur les formations et sur des informations liées à ces formations. Et ensuite, nous avons fait une application sur iOS qui permet d'interagir avec cette base de données. Et en fonction des questions qu'il va nous poser, enfin, on va y répondre. Ces réponses vont être envoyées à Watson. Et Watson va nous donner une pondération qui, pour nous, est transparente. C'est juste le système qui les voit. Donc, aimez-vous le travail manuel ou êtes-vous plutôt intellectuel? Bon, on est plutôt des intellectuels, hein? Bon, les deux. Hypothèse, c'est une hypothèse. Une hypothèse. Avez-vous le contact facile avec la clientèle? Mais oui, bien sûr. C'est un autre point de vue. Alors, plutôt Apple ou Microsoft? Bon, moi je suis plutôt Apple, hein, mais bon... question. Oui, bien sûr. Ouais, ça c'est... Ouais. D'accord. Bon, ben maintenant on a soumis des informations à Watson et nous donne les pondérations, on recalcule l'arbre de décision et ça nous donne la réponse. Et pour nous, ce qui est le plus adapté, c'est la programmation sur iOS. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a envisagé des possibilités qui n'auraient pas été données au départ, parce que je dois vous rappeler, on était plutôt vers le manuel, enfin entre les deux, entre le manuel et l'intellectuel, ce qui n'est pas une question possible dans les arbres de décision classiques. Donc, est-ce que c'est désirable? Oui, tout le monde a plus ou moins envie de donner des informations supplémentaires pour pouvoir répondre à des questions qu'on ne peut pas directement donner en live avec la personne du forum, par exemple. C'est viable, tout le monde a un smartphone. On peut plus tard, après avoir rencontré un conseiller d'orientation, répondre à des questions supplémentaires pour affiner la recherche. Et c'est faisable parce qu'on a l'intelligence artificielle d'IBM qui permet de le faire, les smartphones, enfin toute la technologie aujourd'hui est disponible pour pouvoir le réaliser. Et merci du temps que vous nous avez accordé.
application conçue au cours de l'hackathon Citizen of Wallonia par l'équipe Give. J'ambitionne d'améliorer l'accès à l'emploi par la centralisation de divers outils numériques dans un seul interface. Je suis... Cette application, c'est Work Wide Web, anciennement Give, mais l'application a évolué, donc le nom également. Et c'est donc l'application Work Wide Web que nous allons brièvement vous présenter. Alors, on a pu entendre dans la presse récemment le Forum parler, s'exprimer notamment sur la difficulté d'accompagner correctement les demandeurs d'emploi. On est dans une ère techno-numérique, donc en plein changement, et ceci fait que le suivi doit être renforcé. À côté de ça, qu'on soit étudiant, qu'on soit au chômage, on a tous donc l'obligation d'entrer dans le monde du travail par diverses démarches, et on peut facilement se perdre dans ces démarches. Aussi, c'est le but de notre application qui a été créée ici, et que Léa va vous présenter, c'est de tout centraliser pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des possibilités. Voilà, donc dans le cadre de notre application, donc c'est une application qui est une aide à la recherche d'emploi. Donc, elle va se présenter de cette manière-ci. Donc ça, ce serait la page d'accueil, dans laquelle on retrouve 4 interfaces claires. Donc, la première, ce serait un profil, dans lequel vous pouvez donc vous inscrire, vous connecter, et que vous allez remplir. Donc c'est un profil ultra personnalisable, pas comme les profils qu'on peut trouver actuellement, où vous pouvez remplir les données de base, nom, prénom, âge, etc. Mais vous pouvez également remplir toutes vos qualifications, le permis, les langues, le niveau de langue, et également les ambitions salariales, par exemple, dans l'optique de cibler au plus les offres qui seront données aux demandeurs d'emploi, mais également les CV qui seront envoyés aux employeurs. On a également une deuxième interface, qui est une interface plus dynamique, qui vous propose une sorte de to-do list qui va vous aider dans la quête de votre emploi en vous disant toutes les étapes que vous devez faire pour réussir au mieux votre recherche d'emploi. Donc, par exemple, s'inscrire au forum, faire son CV, faire sa lettre de motivation, aller se faire corriger, faire autant de demandes d'emploi par semaine. Cette application, cette interface, pourrait être couplée donc avec des tutos, mais également un coach personnalisé qui viendrait du forum ou un coach d'une société privée pour vous aider personnellement dans votre recherche d'emploi. La troisième interface, ce serait donc une interface de recherche personnalisée via votre profil, donc les deux seraient en interaction, et qui vous donnerait donc des résultats de recherche d'emploi qui proviendraient de différents moteurs de recherche, et directement depuis l'application, vous pouvez décider d'envoyer un mail à l'employeur ou le sauver dans la quatrième interface, qui est une interface de suivi de vos dossiers. Donc vous avez les CV envoyés, les entrevues, l'historique avec les demandes d'emploi qui n'ont malheureusement pas marché, et également un calendrier qui est interactif, pareil, avec tout l'ensemble de l'application, où vous pouvez suivre vos rendez-vous et quand est-ce que vous devez envoyer vos CV, etc. Donc on retrouve tout en une seule application, c'est vraiment ça le concept. Alors sur le plan plus technique, l'application est donc développée en JavaScript à partir du framework Meteor et d'une base de données placée sous MonGod. Celle-là. Elle tournerait donc sur Azure, qui nous a été présentée hier, dans une machine virtuelle Ubuntu, à l'aide de Docker. Oui, je ne suis pas informaticien, comme vous pouvez le voir. Alors, dans le cadre du développement, on a eu l'occasion d'utiliser des données du forum qui nous ont été données sur le fichier JSON. Et la possibilité est donc de connecter l'application à une API Open Data qui sortira prochainement et qui sera diffusée donc par le forum. Alors, par le Single Sign-On SSO, il y a aussi la possibilité de se connecter à LinkedIn. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on peut importer différents profils à partir notamment de Scott ou Cora. Alors, il faut aussi dire que l'interface qui vous a été présentée ici, c'était une interface destinée aux demandeurs d'emploi. Il y a la même qui peut être développée de l'autre côté, regroupant l'ensemble des données pour l'agent qui va vous aider et qui va devenir véritablement la plus votre coach qu'un agent pour vous aider donc dans l'aide à l'emploi. Voici les 4 mots-clés regroupés autour de notre application.
l'accueil principal. Merci. Alors bonjour, on est là pour vous présenter Actizen. Concrètement, l'idée est née pendant les ateliers d'idéation qui se sont passés avant l'hackathon. Ce n'est pas une idée qui a été donnée par les gens qui sont venus, c'est moi qui ai un petit peu vu ce qui se passait pendant les ateliers, où les gens proposaient des idées qui étaient déjà mises en œuvre par des gens mais qui n'avaient aucune visibilité. Donc il y a une vraie problématique là, où il n'y a pas de visibilité pour les projets citoyens d'une région. Alors, concrètement, si vous vouliez faire un projet citoyen, on utilise quelle plateforme? On essaie de tout faire passer par Facebook, qui est un réseau social d'amis à amis, où quand on essaye de faire un événement ou un projet, on a une visibilité assez limitée et on ne peut pas découvrir de nouveaux projets citoyens facilement. Alors, on a eu une idée d'application pour proposer ça. Juste. Donc les différentes interactions qu'on va proposer, ça va être la personne qui a un projet qui veut porter, auquel il veut donner de la visibilité, les personnes qui cherchent à s'occuper, qui cherchent un projet, qui vont peut-être trouver un projet, et des personnes qui cherchent à s'occuper, pour lesquelles il n'y a pas de projet, qu'on va pouvoir mettre en relation pour qu'elles puissent après créer leur projet. Oui. Alors, concrètement, on est arrivé avec une idée d'application assez simple et on en sort, grâce à M. Simons, à une application avec une interface assez intéressante où on part d'un nœud qui est la ville et on part sur des différents thèmes, donc des thèmes comme on peut imaginer la nature, la musique, ce genre de choses. Et on navigue dans cette interface pour à la fin trouver un projet. Alors c'est une interface qui est assez fun, qui peut amener des gens qui ne sont pas à la base des citoyens actifs à venir découvrir leur région, découvrir des projets. Et voilà, c'est vraiment la découverte et trouver les choses, la curiosité, quoi. Donc voilà, comme il l'a dit, on va commencer par une interface où on a la ville, les différents thèmes. On va pouvoir sélectionner son thème, arriver sur quelque chose de plus précis, pouvoir donner ses intérêts, ses centres d'intérêt, et peut-être des relations avec d'autres thèmes auxquels on n'aurait pas pensé. Pour ensuite arriver à des propositions de projet avec une petite description. Et enfin, arriver sur la page de projet avec les informations du projet plus précises et les personnes de contact. Et enfin, s'il n'y a pas de projet, vous dire, vous avez autant de personnes dans votre ville qui sont intéressées par les mêmes idées que vous, est-ce que ça ne vous tenterait pas de créer quelque chose avec eux? Enfin, donc niveau visibilité, on ferait une web app, une application mobile et ce qu'on va appeler des bornes. Donc un projecteur avec notre application avec laquelle on peut interagir via Kinect. Donc pouvoir se balader dans les bulles, zoomer, etc. Choisir son projet comme ça, afin d'avoir peut-être une visibilité dans les villes, dans les offices de tourisme, faire des happenings, des publicités comme ça, où on pourrait démontrer notre produit. Après, comment y arriver? Peut-être parler, donc à quel moment les gens vont être payés. Donc notre idée, c'était de générer des interactions citoyennes par rapport aux idées et aux projets qu'on a. Donc à partir de ce moment-là, les gens peuvent créer des liens. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de coût. Donc c'est l'idée. Ensuite, on peut penser à un premium où vous pouvez avoir votre page de projet qui va être plus complète, où on va pouvoir proposer des modules pour créer vos projets, pour amener vos
vos idées plus loin. Pour les organisations. Pour les organisations, donc ce serait proposé aux organisateurs professionnels qui sont toujours dans la culture, dans des choses citoyennes, de pouvoir proposer sur la plateforme des choses avec plus de visibilité, mais ça serait payant. Donc ça, ce serait notre principal revenu, je pense. Voilà. Donc, enfin, une fois que l'application, qu'est-ce qu'on va proposer par exemple aux villes? Je pense que ce serait notre principal partenaire. On va leur proposer vraiment une application clé en main qui pourrait être personnalisable pour Mons, Liège. Les personnes sont différentes dans chacune des villes, les villes sont différentes. Donc voilà. 5 minutes. Merci à tous. Et donc, je vais vous présenter notre idée. Donc, je vais vous présenter une problématique qui devrait auquel les étudiants, bientôt futurs diplômés, devraient être confrontés, et qui, évidemment, okay. Et qui se répartit sur 3 acteurs. Donc, le premier, c'est le premier employeur. Ce premier employeur, il veut un étudiant jeune, motivé, qui connaît plein de choses et qui a au moins 5 ans d'expérience. Bon, rarement envisageable. Le deuxième acteur, ce sont les jeunes diplômés qui, eux, travaillent dans des stages, font des jobs étudiants, mais qui ne peuvent pas réellement exploiter ce qu'ils font, de ces jobs et de ces stages. Et enfin, les entreprises qui, elles, ont des besoins. Donc, elles ont parfois besoin de réaliser certains projets, petits, moyens, mais qui n'ont pas de ressources pour le faire. Et donc, ces ressources qui sont des étudiants qualifiés, mais qui ne sont pas nécessairement disponibles parce qu'on se trouve dans des périodes hors stage ou examen, ou ce genre de choses. Et donc voilà, c'est dans cette optique que notre idée intervient. Et donc Julien va vous présenter la suite. Donc la solution qu'on propose, elle s'appelle Level Up. Et donc en fait, il s'agit concrètement d'une plateforme web qui va permettre de mettre en relation d'une part les étudiants qui veulent travailler comme jobistes étudiants ou en stage afin d'améliorer leurs compétences et de gagner un peu d'argent au final, et les entreprises à la recherche d'étudiants pour réaliser des projets. Et donc comment ça se passe? Les entreprises proposent des projets sur la plateforme et des étudiants peuvent candidater pour participer à un projet. Et donc après c'est l'entreprise qui choisit quel étudiant participera au projet. Donc on a plusieurs aspects sur Level Up. Tout d'abord, quelque chose d'important au niveau des étudiants, c'est d'avoir une valorisation de l'expérience acquise durant les projets réalisés. Alors comment ça se met en place? En fait, à la fin d'un projet, on va demander à l'entreprise de donner un feedback sur l'étudiant et donc de valoriser l'expérience que l'expérience professionnelle que l'étudiant a fait en accomplissant le projet. Le deuxième aspect, c'est la mise en évidence de talents régionaux et nationaux chez les étudiants. Donc, en effet, si un étudiant fait plusieurs jobs et qu'il a un bon feedback par plusieurs entreprises différentes, on peut se dire qu'il est probablement compétent et donc qu'il a vraiment un talent. Alors l'avantage pour l'étudiant, c'est qu'il a une reconnaissance de la part de plusieurs entreprises et donc il a de la crédibilité quand il va se lancer dans le monde du travail pour postuler pour des jobs. Et l'avantage pour l'entreprise, c'est que elle va avoir une visibilité sur les talents disponibles pour une future embauche. Du côté entreprise, on a l'aspect de la concrétisation des projets à moindre coût, mais en gardant des gens compétents pour les réaliser. Et donc ils vont pouvoir trouver les gens compétents via la plateforme.
Et enfin, donc, la plateforme donc va faire office de pool de ressources et de vitrine pour l'entreprise. En effet, ça lui permet d'être présente auprès des étudiants et de se faire connaître et de pouvoir recevoir des étudiants pour faire des projets. Finalement, donc l'entreprise Level Up qui va gérer la plateforme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer un rôle de modération entre les étudiants et les entreprises dans les différentes interactions qu'elles vont avoir, afin de s'assurer que chaque partie soit protégée de l'autre, en quelque sorte. Et donc que tout se passe bien dans les relations qui vont se faire. Donc finalement, avec Level Up, vous allez pouvoir valoriser votre expérience si vous êtes un étudiant et donc avoir vraiment quelque chose de concret et de reconnu par les autres entreprises, donc avoir du crédit par rapport à vos futures postulations dans le monde du travail réel. Et pour les entreprises, vous allez pouvoir concrétiser vos projets en utilisant de la main-d'œuvre étudiante. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'attention. L'équipe numéro 8. Alors voilà, nous, notre désir de créer une application mobile est né donc d'un constat. Alors, comment? Donc, qu'en est-il? D'une part, on a pu observer une désertification des centres-villes au profit des pôles périphériques. Et d'une autre part, on constate une désocialisation des citoyens, notamment due au smartphone. Alors, notre but, c'est vraiment d'utiliser le smartphone pour redynamiser les centres-villes et pour recréer des liens sociaux. Alors, cette application, elle sera créée comment et surtout pour qui? Alors, nous, notre but, c'était vraiment de sensibiliser donc, deux types d'acteurs. D'une part, on aura les citoyens et d'autre part, les restaurateurs. Pour le cas des citoyens, alors on va donc vraiment capter leur attention. Comment? En proposant des ristournes sur des repas. Donc avec ces ristournes, il y aura une condition. La condition, c'est qu'une fois qu'on se retrouve dans ce restaurant, on mange avec des inconnus. Donc ce principe-là va faire qu'on va vraiment avoir des interactions sociales et avoir une dynamique sociale. Et d'un autre côté, on a donc ces restaurateurs. Alors ces restaurateurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont proposer donc ces ristournes. Ces ristournes vont attirer une nouvelle clientèle, ce qui va leur faire une publicité, donc le bouche à oreille, etc. Tout ça va leur faire une publicité et donc de plus booster leur chiffre d'affaires. Alors on va vous montrer comment on peut s'organiser cette application. Donc voilà, on choisit, donc quand on rentre sur l'application, on choisit si on est restaurateur ou client. Enfin par exemple client. Donc voilà, là on aura une map avec les différentes offres des restaurateurs, donc c'est vraiment des offres instantanées. On clique sur une offre et on voit, on a le descriptif de l'établissement, l'offre qu'il propose, voilà. On a le choix soit d'accepter, soit de refuser, on revient en arrière. Voilà, après on va prendre la place des restaurateurs. Eh bien le restaurateur, lui, devra avoir un identifiant forcément. Il rentrera donc sur sa page. Et là, il aura donc plusieurs possibilités, soit mettre à jour sa fiche, créer une offre. Voilà, il a plusieurs possibilités pour créer une nouvelle offre, de consulter ses offres anciennes, etc. Donc voilà. Et on a aussi créé un site web qui nous permet de voir les offres et aussi de télécharger cette application. Donc voilà. Oui, l'application est aussi géolocalisée, donc peu importe l'endroit où on se trouve, on aura les offres de l'endroit. Il y a une condition à avoir aussi, c'est que les personnes sont répertoriées, donc on ne peut pas prendre toutes les offres tous les jours, j'y vais, et on ne peut pas non plus
toujours annuler nos offres. Il y a un moment où ça passe plus. Voilà. Donc voilà, en résumé, donc notre application a pour clients donc, les restaurateurs, les utilisateurs, donc les clients des restaurants et la ville. Donc ce sont principalement les restaurateurs qui vont faire un préfinancement pour le développement de l'application, puisque celle-ci va leur permettre de gagner de l'argent par la suite. Alors aussi, on a prévu donc un investissement de la part de sponsors et des publicitaires qui vont apparaître sur l'application. Alors aussi, on aimerait donc apporter une plus-value à notre application en ayant des partenaires tels que Shop My Spot, donc, qui est une application qui a été créée ici au Hackathon. Et donc, elle vous sera présentée plus tard, mais donc, quand vous entendrez parler de cette application, vous penserez à la nôtre, et donc elles peuvent avoir un lien et ainsi interagir. Alors finalement, notre application, elle ne génère pas énormément d'argent, mais elle ne coûte pas très cher non plus, et elle permet vraiment aux citoyens d'avoir une meilleure interaction entre les citoyens. Et donc, c'est tout bénéfice pour la ville, les citoyens et les restaurateurs. Alors, pour vous parler en 20 secondes de l'équipe, l'idée et l'équipe se sont formées ici au cours de ce hackathon. Donc, on a vraiment des personnes d'univers différents, de tout type d'études. Voilà. Merci. Et tout a été développé. Merci. Ok, donc pour commencer, j'ai pas l'habitude des timings, donc je vais peut-être accélérer sur certains sujets. Globalement, on est arrivé ici, donc je suis porteur du concept. On l'a trouvé une semaine avant, en sachant qu'il y avait l'hackathon, on s'est dit allez, on va débarquer. Et notre objectif, c'était de partir d'une idée et de la lancer et d'essayer d'arriver à être une start-up. Donc j'ai fait une équipe cross-fonctionnelle, on est arrivé à 7 avec des responsabilités très, très spécifiques. On a essayé de porter le projet beaucoup plus loin. Globalement, ce que j'aime bien faire, c'est soyons honnêtes. Aujourd'hui, la politique, le truc participatif, c'est vrai que c'est une belle idée. On dit ce qu'on veut, mais on ne dit pas ce qu'on fait. On a envie du participatif, mais je ne suis pas prêt à m'appliquer. Je ne suis pas prêt dans des réunions de responsabilité de quartier. Je ne suis pas prêt à avoir énormément de contraintes, à devoir lire énormément de rapports, de réunions et autres pour prendre des décisions et participer à la politique. Donc l'idée, ici, c'est vraiment de repartir sur la manière dont le cerveau humain fonctionne. C'est-à-dire que, globalement, ce qu'on appelle la boucle d'engagement. Je mange une pomme, je prends une action, j'ai un feedback, ça a un bon goût. Et c'est parce que c'est bon que ça vient de modifier ma motivation. Je serai beaucoup plus à même à reprendre une pomme dans le futur et reprendre une action dans ce sens-là. La politique, c'est la même chose. Si je prends une action parce que je suis un citoyen engagé, je vais trouver ma commune, je veux faire ce projet. Si je n'ai aucun feedback de ma commune, je ne sais pas, ils m'ont ignoré. Et après, j'entends Publifin qui détourne de l'argent. Ou alors le projet d'un collègue, d'un copain du bourgmestre qui a été soutenu. Il y a tout ce sentiment d'injustice, toute cette frustration qui fait que la motivation descend. Pourquoi les jeunes ne votent pas? C'est simplement ça la question. Pourquoi ils ne votent pas? Aujourd'hui, il y a ce problème en fait de cette boucle d'engagement, c'est aussi la solution. Et comment faire? La commune. C'est le pouvoir qui est très très proche du citoyen, qui a ce levier en fait. C'est la commune a le pouvoir de donner du feedback. Aussi simple que ça. Et donc, je vais avancer pour être sûr. Donc elle contrôle ce feedback. Et donc en fait, on peut faire une plateforme qui va aider la commune à fournir du feedback à ses citoyens. Donc comment on fonctionnerait ici? L'idée, c'est que la commune qui voudrait participer à ce type de démarche attribue un budget citoyen. Un budget citoyen comme on n'en voit pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire voici un budget citoyen, 50 000 €, mettez-vous d'accord, élisez quelqu'un qui va vous représenter, qui va prendre des décisions, ou mettez-vous dans une salle de réunion pour décider de ce que vous allez faire avec votre budget citoyen. Ça, on fait en fait une amalgame, c'est-à-dire qu'on rajoute un niveau de représentation, et en fait, on ne fait qu'on ne détourne pas le problème, en fait. L'idée, c'est vraiment de prendre ce budget citoyen et de le couper en nombre d'habitants dans la commune, qui ont le droit de vote,
des petits détails comme ça. Et donc, chaque personne a sa part du budget qu'on convertit en points. Donc, je donne des taxes à l'État, et l'État me donne 2500 points à investir sur des projets citoyens. Et c'est moi qui décide. Personne ne peut venir décider pour moi de mettre ces 2500 points sur un projet auquel je ne tiens pas. Si quelqu'un veut, parce qu'il soutient, parce qu'il est early adopteur, et justement les boucles d'engagement, on verra ça un peu plus tard si on a le temps, à mon avis non. Si jamais quelqu'un veut faire réaliser son projet, va devoir venir trouver le citoyen, n'importe qui, même un citoyen qui n'est pas sur le système, et dire j'aimerais bien tes points pour soutenir ce projet, connecte-toi, viens sur le système. Et pour venir recréer en fait justement cette connexion entre l'État et la gestion et ce citoyen. Donc l'idée ici, on est allé très très vite, tout est fonctionnel, vous pouvez venir nous voir après. Quand je dis tout fonctionnel, j'exagère un peu, mais en tout cas, on va dans le bon sens. On pense que si on met les moyens, en quelques mois, on peut arriver à une start-up qui peut faire un MVP sur une commune. Déjà maintenant, donc ici, on voit les interfaces qui sont là. Il faut savoir qu'on est très user-centrique, donc on est vraiment centré sur le citoyen. Je dois aller plus vite. Donc l'idée ici, de la première page quand même, on voit ici, c'est le bourgmestre de la commune qui participerait, un canal de communication, récupérer un capital sympathie en donnant un peu du budget. Ici, on verrait donc l'utilisateur qui a son nombre de points, qui voit les projets qui sont dans sa commune et peut décider de prendre position dessus. Donc, première phase, il peut faire un peu la Tinder, dire je soutiens pas le projet, ou sans avis, pour qualifier un projet, pour ne pas surcharger la commune. Donc tout ça a été pensé, il faut savoir que dans l'équipe, il y a plus de gens qui pensent que de gens qui développent. Il y avait trois développeurs et quatre gens qui ne faisaient que penser le système tout autour. Et après, simplement, on pourrait imaginer, donc, la personne attribue des points en fonction de l'engagement qu'elle a pour le projet. Et donc, si jamais quelqu'un veut faire aller son projet, ben, il ne pourra pas financer tout seul son projet. Il va devoir aller trouver les gens pour financer son projet et donc générer en fait de l'interaction citoyenne. Et le participatif, il est là. Il n'est pas dans le moyen, il est dans ce que ça va générer. Donc typiquement, je vais pouvoir proposer un projet, essayer de le soutenir sans devoir me déplacer à la commune, sans devoir m'engager dans des longues réunions où il faut mettre 2500 personnes d'accord, surtout que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on n'a pas envie de le voir. Et donc j'ai besoin des autres, donc typiquement, les interconnexions, j'en ai parlé. On pourrait imaginer que moi, j'aille voir ma grand-mère et je lui demande de se mettre sur l'application et je lui apprends à l'utiliser pour pouvoir soutenir mon projet ou soutenir d'autres projets qui sont intéressants pour la commune. 5 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Qui d'entre vous a déjà fait une demande de permis d'urbanisme? Donc vous savez. Pour les autres qui ne savent pas, on va vous raconter l'histoire de Pierre et Georges. Donc Pierre et Georges, c'est deux gars qui un jour ont fait le hackathon, qui ont monté leur petite boîte de smart t-shirt. Ils ont eu cette idée un peu ingénieuse et géniale. Ils ont gagné le hackathon 2016. Après, donc ils ont constitué leur start-up. Leur start-up a plutôt bien marché. Et là, Decathlon arrive et leur propose un contrat en or. Du coup, Pierre et Georges veulent agrandir leur petit garage que la maman de Pierre a bien voulu prêter. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un terrain où ils vont pouvoir implanter leur nouveau bureau et leur atelier de construction. Alors, comme tout le monde, on va sur l'ImoWeb. Là, on entame la recherche et le terrain de leur rêve apparaît. C'est celui-là, c'est pas un autre. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Ils vont voir un architecte. Ils expliquent leur idée, ils ont trouvé le terrain, voilà, nous sommes entrepreneurs, nous avons une start-up et nous voulons construire un atelier avec nos studios pour travailler et agrandir notre société. Là, l'architecte travaille pendant 2 mois, il va voir la commune, il propose le dossier et malheureusement, le dossier passe pas. Ah, ça c'est embêtant parce que maintenant il faut payer l'architecte. Il faut payer l'architecte et on a perdu 2 mois. Alors que Decathlon, on va le demander, les t-shirts, et il va falloir pouvoir leur produire d'ici à 6 mois. Donc, ils se retrouvent avec les t-shirts qui sont là, les cartons qui s'entassent, et on recommence à zéro. Et on est dans les cartons pendant encore quelques mois.
Donc ici, le gros défaut qui a été mis en avant, c'est qu'actuellement, ces démarches prennent énormément de temps. Parce qu'on est dans un système archaïque, dans un système où l'administration travaille encore sous format papier, et que lorsque un architecte doit faire des recherches, il doit le faire sur un site bien spécifique, et il prend énormément de temps, il doit lire et décoder ces codes, enfin ces règlements, et il envoie ça après, une fois qu'il a analysé, il propose le dossier, il va voir la commune, et la commune reçoit pas un tas comme ça de dossiers, et donc elle doit lire le dossier, ne fût-ce que déjà pour lire ce dossier et voir s'il est complet, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc dans le cas où il n'est pas complet, on renvoie et tout le système peut prendre dépendant. Vous pouvez avoir 1 mois, voire 2 mois pour un projet, ou tout simplement, parce que vous n'avez pas un document qui a été fourni, vous êtes retour à la case départ. Donc le projet, l'outil qu'on propose, lui, s'adresse aux citoyens ainsi qu'à la commune. Pour le citoyen, on imagine par exemple une plateforme sous forme d'un bot qui apparaîtrait lorsque vous êtes sur une recherche, par exemple sur un site ImoWeb. Là, il vous demanderait en fait la nature du projet que vous voudriez construire sur votre terrain, et en fonction des mots-clés, il irait rechercher dans tous les paramètres réglementaires, dans tous les règlements, il irait rechercher si votre projet pourrait potentiellement tenir la route, et donc si le terrain a de l'intérêt pour votre projet. Ce qui vous éviterait 1 voire 2 mois de perte de temps et de perte d'argent. Donc voilà, vous avez tout un système d'enregistrement où on encode votre projet ici, vous voulez faire une construction neuve, assez rapidement, mais vous encodez après quelques détails sur votre projet, vous géolocalisez, surtout c'est très important pour que après l'outil puisse aller rechercher toutes les informations réglementaires. Et donc, vous avez tout un suivi qui vous renvoie vers des architectes ou vers des commissions consultatives. C'est un peu technique, mais c'est en gros des personnes qui peuvent vous aider, des organisations qui peuvent vous aider à construire votre projet. Et donc l'idée de cet outil principalement est d'optimiser le temps que perd un architecte ou un administratif à aller rechercher dans les règlements et à traiter des demandes qui sont non pas non fondées, mais qui sont incomplètes. Et donc ici, ce document, cet outil, vous permet de compléter votre demande et d'arriver à la commune avec un dossier qui est complet. Donc vous arrivez, et ça pourrait permettre à Georges et Pierre de trouver leur maison, de la construire sur les quais de la Meuse à Namur, parce que c'est là qu'ils voulaient s'installer. Et donc ce qui est important de savoir, c'est que ce type d'outil serait serait en fait créé par nous dans un type d'open source, donc avec les sources que propose la région Wallonne, et donc qui possède toutes les données cartographiques et réglementaires, et donc en partenariat avec Digital Wallonia et IMIO. On passerait par une commune test qui nous aiderait à faire le projet, à le tester concrètement, donc, et à l'encodage par les communes. Et après, le service serait en autosite, sur un site propre et sur des plateformes comme ImoWeb pour pouvoir être accessible par la communauté, par le citoyen lambda. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. On a décidé de se focaliser sur la thématique des Smart Cities et on a identifié 2 problématiques que l'on pouvait essayer de résoudre. La première, ici, problème de parking en centre-ville. Dans la plupart des villes moyennes ou grandes, il est devenu impossible de se parquer en centre-ville. Pourquoi ? Parce que l'offre est en général insuffisante. Ça a pour conséquence que le commerce local en pâtit. On n'a plus envie d'aller en centre-ville parce que c'est devenu une galère pour se parquer. Les autorités économiques décident d'implanter en périphérie des centres commerciaux parce que c'est plus simple. La conséquence est que le centre-ville meurt et plus personne n'a envie d'y aller. Donc, première problématique, c'est celle-là. Deuxième problématique,
c'est l'émergence de la voiture électrique. Voiture électrique qui de plus en plus est présente, qui est une des solutions pour rendre la ville propre, puisqu'on a, du moins, on va déplacer la pollution, elle n'est plus en ville, mais elle n'est plus, enfin voilà. Il faut savoir que les objectifs 2050, la Flandre par exemple a décidé que tout son parc automobile serait électrique. La Wallonie n'a pas d'objectif aussi précis, mais la dynamique est pareille. On a envie en Wallonie, d'ici 2050, d'avoir une majorité du parc automobile qui soit moins polluant et qui soit électrique. C'est un objectif assez ambitieux parce que si on regarde les chiffres d'aujourd'hui, à Liège, par exemple, en 2016, dans la ville, il y a seulement 35 bornes de rechargement électrique. Ça veut dire que ça ne favorise pas le fait de se dire on va acheter une voiture parce qu'il n'y a pas de place pour pouvoir la garer, du moins pour pouvoir la recharger. Share My Spot, qui est l'application que nous avons essayé de développer, va essayer d'apporter une réponse à ces deux problèmes. Première réponse, pour une meilleure mobilité, on va mettre à disposition des automobilistes des places de parking privées temporaires. L'optique, c'est d'un Airbnb de la place de parking. Donc, je suis particulier, j'ai une place de parking que j'utilise, enfin qui m'appartient, mon garage, une place devant chez moi. Je ne l'utilise pas pendant la journée, parce que je travaille à Bruxelles, par exemple, et je vais la mettre en location, en service, à disposition d'utilisateurs qui pourront l'utiliser pour se parquer et aller faire leurs courses, par exemple, dans le centre commercial. La deuxième chose, c'est qu'on veut installer sur les places de parking des bornes de recharge électrique en libre service. Les espaces sont privés, sont parfois sécurisés, donc on va pouvoir facilement installer des bornes, puisqu'en général, les garages ont déjà une alimentation électrique, une borne facile. C'est l'esprit un peu du photovoltaïque, où on ne va pas installer des champs en Belgique de panneaux solaires, mais qu'on va servir des toitures des particuliers disponibles pour installer des panneaux. C'est le même principe ici, on va installer des bornes de recharge un peu partout dans des espaces particuliers. Pour un espace urbain propre et attractif, on veut redynamiser avec cette application le centre urbain, des places de parking disponibles et gratuites sur certaines conditions. Donc on veut donner des incentives aux automobilistes de pouvoir louer ces places avec des bons d'achat que les commerçants pourraient offrir. On veut favoriser les voitures propres et on veut recréer une vie sociale. Je vais un peu vite parce qu'on a perdu un peu de temps. Voilà. Une idée de l'interface de notre programmation. L'application a été développée assez vite. On a eu l'idée vendredi, on a fait le développement vendredi et samedi. Et je passe la parole à mon collègue qui va... Merci beaucoup. Dommage. Alors, bonjour à tous. Notre projet vient d'un constat qu'on a eu il y a une semaine, c'est-à-dire que dans le monde du photovoltaïque, il y a un gros problème. Et ce gros problème, c'est qu'un jour, si vous avez du surplus, ce surplus va partir sur le réseau et vous ne serez pas rémunéré pour ça à l'heure actuelle. Ce qui est un peu dommage parce que vous avez fait tous ces frais pour installer vos panneaux solaires et vous aimeriez bien en profiter, en tirer un maximum de profit.
Et c'est pour ça qu'on a développé cette application. En Belgique, on est assez bien loti niveau panneaux solaires, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'aides de l'État, ce qui veut dire qu'il y a un grand nombre de citoyens qui a pu se permettre de s'acheter une installation solaire. Donc on a quelque chose, des installations qui sont assez denses à ce niveau-là. Et du coup, qui serait intéressé par tout ce surplus d'énergie et surtout qui serait prêt à se déplacer chez le particulier, parce qu'on ne peut pas vendre pour des raisons légales plus loin que chez nous, pour racheter le surplus d'énergie photovoltaïque. L'idée qu'on a eue, c'est ceux qui pourraient être intéressés par ça, c'est justement les conducteurs de voitures électriques qui pourraient donc naviguer d'un citoyen à l'autre pour faire de longs trajets à travers la Belgique. Donc c'est ce qu'on fait, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est on va mettre en contact les gens qui ont une offre surplus d'énergie, avec des gens qui ont besoin de cette énergie pour pouvoir bien circuler et ne pas tomber en rade en faisant Bruxelles au stand. Alors, notre app se divise en deux parties. La première partie, c'est pour les conducteurs. Donc on a ici une interface qui montre toutes les bornes qui sont disponibles près de chez soi et qui permettent de réserver des bornes pour recharger à un moment donné. Quand on veut recharger, on voit sur la borne le type de prise qu'il y a, parce qu'il y a quelques types de prises différentes, le prix que ça coûterait pour faire recharger là-bas, etc. Et on pourrait aussi générer l'itinéraire qui trouve le meilleur chemin à travers les bornes pour pouvoir passer de point A à point B sans tomber à court de courant. Alors, pour les personnes qui ont des panneaux photovoltaïques, l'application permet de paramétrer justement la borne qu'ils mettraient à disposition pour recharger les voitures. Donc ils peuvent dire si la borne est visible sur l'application ou pas, parce qu'ils pourraient se dire je veux la garder pour ma voiture, donc cette journée-ci je la désactive. Ils pourraient aussi mettre la quantité de courant qu'ils veulent bien partager via cette application et aussi mettre le prix auquel ils veulent bien vendre de l'électricité. Parce qu'on veut que ce soit vraiment libre, on veut que les gens puissent avoir le contrôle sur leur borne, choisir ce qu'ils veulent partager et comment ils veulent le partager. Néanmoins, on ne les laisse pas tout seuls. On leur donne des conseils selon leur contexte, l'endroit où ils sont, pour savoir à quel prix ils peuvent se permettre de mettre l'électricité et combien ils peuvent se permettre d'en distribuer. Oui, donc maintenant je pars. Oui, donc ça c'est ce qu'on a fait pour les 48 heures de ce hackathon. Mais bien sûr, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Et ce qu'on a surtout fait, c'est on a bidouillé avec les données qu'on nous a données et on a essayé de voir ce qu'on peut en tirer. Il y a plein de choses intéressantes parce que ce qui est intéressant dans cette application, c'est pas spécialement la mise en contact. La mise en contact, tout le monde peut le faire et c'est assez simple de copier en 48 heures une application telle que celle qu'on a fait. Néanmoins, avec tous les open data et avec les recherches qu'on a fait en plus, il y a moyen de développer des algorithmes, de développer des choses qui permettent d'avoir une estimation plus précise. Par exemple, je parlais de donner une estimation du coût de l'électricité pour le citoyen. Ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on va regarder les données de mobilité, voir que on a par exemple de Liège à Bruxelles beaucoup de gens qui partent travailler le matin et qui reviennent le soir. Sur ce temps-là, on pourrait dire aux citoyens, ok, il va y avoir plus de demandes, mettrez votre borne un peu plus élevée. Et par effet de bord, ça pourrait résoudre des problèmes de congestion, parce que vu que l'électricité, s'il y a du trafic, le courant coûte plus cher, on va éviter de se dépasser quand il y a trop de trafic, et ça va permettre de réguler un peu la circulation dans l'ensemble du pays. Donc voilà notre projet, et merci de m'avoir écouté. Donc on va déjà commencer par les remerciements pour tout le monde qui nous a aidés, en tout cas, et on va parler directement de la problématique, puisque en matière d'urbanisme, comme vous le savez, l'architecture, on aime ou on n'aime pas, mais ça pose pas mal de problèmes et ça coûte très très cher aussi à la collectivité. Aussi, ce qui se passe, il y a des gens qui ont des avis
et les paroles s'envolent, mais on sait très bien que les écrits restent. Or, en matière d'architecture, ça nous pose problème, puisqu'on aime ou on n'aime pas. Quand on s'est déjà construit, souvent. Bref, on a des manifestations de citoyens qui ne sont pas nécessairement heureux de plusieurs solutions. Alors, c'est une problématique qui concerne pas mal de monde. Donc, comment faire évaluer facilement les projets par la population? Comment aider les architectes justement à faire une préétude de marché, ou les entrepreneurs ici à vérifier l'intérêt de leur projet, donc de faire une préétude beaucoup plus en amont, éviter de perdre de l'argent. Et aussi, bien sûr, comment aider les responsables des urbanismes, les communes, etc., à prendre des décisions. C'est un outil d'aide à la décision. Eh bien, tout ça, on est avec un produit moderne, et We Are Citizens, VR Citizens. C'est une app VR en réalité virtuelle combinée avec du web. Alors on a fait de la programmation, entre autres, directement dans l'app. Alors on va vous montrer tout ça. Depuis votre salon, votre bureau, le local de la commune, vous pouvez avoir éventuellement le matériel, ou sur le site. Sur site, on va pouvoir choisir entre du VR, donc la réalité virtuelle avec un casque comme celui-ci, 360 degrés avec une tablette ou un smartphone, ou alors éventuellement sur site avec de la réalité augmentée. Donc c'est-à-dire vous voyez le site et l'environnement en réel et la proposition. On va pouvoir évaluer l'architecture, les volumes, les ombres, jour, nuit, même la météo, de la neige, etc. Donc on va pouvoir même se balader à l'intérieur du bâtiment. Donc on va pouvoir voter avec une note de 0 à 10 et on va pouvoir commenter. Donc avec Watson d'IBM, vous allez pouvoir dire votre commentaire, il va être retranscrit automatiquement parce que personne n'aime écrire. Donc là, ça va être retranscrit automatiquement dans la base de données. Alors, voilà ici, on va se retrouver avec une interface web. Là, je suis citoyen, je vais voter pour un de mes projets. Je sélectionne par exemple celui-là sur Namur. Alors voilà ce qui se passe concrètement à l'intérieur de Casque VR. En fait, vous voyez l'environnement, vous voyez le petit point qui est situé au milieu. Et avec ce différent point, on va pouvoir choisir le bâtiment. On a les ombres jusqu'à la nuit. On va pouvoir développer, tout ça, ça a été développé ici, là, maintenant. On va pouvoir donner un vote et l'envoyer en restant 2 secondes sur la barre. Vous avez 4 projets, donc on va pouvoir sélectionner un autre projet tout simplement en bougeant ses yeux sur les 4 petites photos et sélectionner le projet alternatif. Avec les barres de navigation, on va pouvoir même naviguer à l'intérieur du bâtiment. On n'a pas eu le temps de tout développer, rassurez-vous, il y a encore du progrès. Alors ça, c'est la version en VR. Je vais passer à la version suivante. Parce qu'en fait, on a la même chose, mais qui existe aussi sur app. Donc, on va retrouver les mêmes choses. Donc, avec votre tablette, vous allez pouvoir vous balader en haut, en bas de votre salon pour évaluer les différents projets. Donc, ensuite, on se retrouve dans notre interface où on va retrouver notre projet avec les 4 versions. Si vous avez vu, il y avait 4 versions possibles. Il y avait un champ libre, le bâtiment C, le bâtiment B, ou la version A. Et les gens ont sélectionné, ont voté, parce qu'en fait, il y avait avec le nombre d'étoiles, ils ont qualifié le projet et remis un avis. Donc on a une qualification qui est un outil d'aide à la décision pour l'architecte, pour les citoyens, et également pour les autorités. Résultat des votes, on peut rentrer en détail et voir tous les commentaires qui s'affichent sur le système. Rassurez-vous, j'ai encore du temps. C'est très facile, c'est gratuit pour le citoyen. C'est facile d'internationaliser puisqu'on peut le diffuser dans tous les pays. On peut le personnaliser par commune. Vous imaginez la carte d'une ville. Eh bien, la ville qui a commandé peut faire toutes ses habitations comme ça. Et l'architecte, en fait, développe son propre programme. Nous, on l'intègre dans l'interface. Donc, on lui donne cette possibilité d'intégrer dans l'interface et d'évaluer. Donc, les challenges rencontrés, c'était la progression dans l'univers VR. Sélectionner les outils pour la navigation, tout ça a été créé dans l'univers VR. L'intégration de la reconnaissance de voix vers le texte dans l'univers VR. L'intégration dans le cloud d'IBM. Et puis, on a utilisé le Design for All. Donc, pour tous, pensez avec les différents handicaps. Merci beaucoup. Le service et les expériences. Merci.
Crowder. Crowder, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça a commencé à partir d'un problème. Donc, je suis un individu, que je sois dans ma ville ou justement dans une ville étrangère. J'ai envie de sortir. Alors, c'est certain, il y a déjà des applications qui existent, qui m'indiquent exactement où peuvent se trouver des soirées. Mais ma grosse question, c'est au final, est-ce qu'il y a du monde? Donc, Crowder, c'est l'application qui vous permet de savoir où se trouve la foule en temps réel pour la rejoindre ou l'éviter. Alors, comment elle s'articule? Eh bien, en fait, on va regrouper les plateformes événementielles qui existent déjà avec des réseaux sociaux, mais également le LIS, qui sont des informations de données qui nous indiquent la densité de la population à certains endroits. Alors, trois produits en ressortent. Donc d'abord, c'est l'application pour l'utilisateur. Donc elle peut être utilisée de deux manières. D'abord, je suis chez moi et je recherche un événement, mais aussi j'y suis et je veux partager les données en temps réel, en faisant des vidéos, en faisant des hashtags, en les publiant sur les différents réseaux sociaux en même temps. Mais également, elle est là pour le client, qui lui, on peut lui faire le client de l'événement, où on pourrait lui apporter un rapport de tout ce qui s'est déroulé durant sa soirée, tant au niveau de la population qui se trouvait, au niveau de son âge, de l'endroit où il venait, mais également les pics durant la soirée au niveau de l'évolution de la densité. Voilà. Mais aussi au niveau des développeurs, on vient avec une API. Alors cette API, comme j'ai pu le dire, c'est vraiment l'association de trois éléments. Donc les plateformes événementielles, les réseaux sociaux et le LIS. Alors ce qu'on va aussi utiliser, c'est... on a pensé utiliser justement des outils qui nous étaient mis à disposition justement durant l'hackathon, qui étaient du coup Watson et LIS. Voilà. Alors, cette application qu'on a réfléchie, en fait, elle pourra répondre à deux thématiques de cet hackathon, qui sont donc l'interaction citoyen, mais également la mobilité urbaine et rurale. Alors, Crowder permet en fait d'aider la ville à devenir plus intelligente. Alors comment? Eh bien, en lui permettant d'analyser, anticiper, prévenir et d'apporter plus de données. Mais elle pourra répondre donc justement sur trois domaines bien distincts, l'optimisation de l'urbanisme, la sécurité et la mobilité. Alors au niveau de notre... C'est bon ? Okay. Donc au niveau de nos business models, en fait on va vraiment essentiellement miser sur les partenariats avec une co-création avec la ville. Alors ce qui était important à justement à relever, c'est que l'avantage indéniable de Crowder, c'est que la perspective d'évolution et de déploiement qui ne seront pas justement proportionnelles à la hausse des coûts de fonctionnement et de la maintenance. Donc sa rentabilité sera exponentielle. Je ne sais pas si c'est très grand. Même moi, je n'ai pas compris. Bon, en gros... Ok. Bon, voilà. Et comment est-ce qu'on voit l'évolution de l'application? Eh bien, dans un premier temps, ça sera sur une seule ville. Ensuite, dans un deuxième temps, on s'imagine s'agrandir et cette application puisse se dérouler sur plusieurs villes pour finalement arriver à la couverture du pays et l'internationalisation. Voilà. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est Crowder? Eh bien, c'est vraiment trouver où se trouve la foule, tant pour les participants que pour la ville. Voilà. Merci.
Top de part. Bonjour. Vous connaissez Publifil? Bon, levez la main. Personne ne connaît Publifil? Je pense que tout le monde en fait connaît Publifil parce que c'est dans la presse. Ça nous concerne tous, mais on a les informations, nos opinions viennent des journalistes et en fait on arrive, très peu de gens arrivent à avoir les informations de base pour savoir de quoi est-ce qu'on discute au Parlement. Hein, il y a des gens qui peuvent éventuellement assister, c'est pas toujours facile. Et les documents, ben, c'est difficile à obtenir. Et donc, le Wiki citoyen a pour objectif de rendre le plus facilement disponible ces documents. C'est-à-dire, quelque part, faire du reverse engineering du monde sauvage qui nous entoure vers quelque chose qui va pouvoir être exploité informatiquement, et au lieu de dire tiens, on va refaire une nouvelle bulle avec des informations telles qu'elles ne sont pas produites par les autorités, par le service public. Alors, j'ai présenté le Wiki citoyen vendredi, et il y a quelqu'un qui est venu, je ferais bien quelque chose qui serait un guide. Les informaticiens adorent les guides, hein, mais ils ne se rendent pas compte du travail qui est derrière. En France, il y a la Fabrique de la loi qui a fait de super travaux sur quelques lois où on montre comment ça se passe. Et donc moi j'ai dit, attention, regardez et revenez vers la réalité avec les documents parlementaires, avec les informaticiens qui ont, eux, développé. Regardez un peu à quoi ça correspond. Et voilà leur expérience. Bonjour à tous. Donc la partie qui nous a intéressés aujourd'hui, et hier aussi, je veux dire, les derniers jours, c'était l'extraction de données donc direct à partir des sources, qui sont assez souvent pas toujours faciles à utiliser et à comprendre. Donc ces sources, ce sont par exemple des ordres du jour qui ressemblent à ceci. Si on les convertit en texte, donc les PDF, c'est... Ouais, non, pas ça. Bon, le PDF, on oublie. Donc, c'est simplement des documents texte, mais qui sont malheureusement assez peu faciles à comprendre, et c'est difficile de chercher à travers tout, de faire les liens entre les documents, parfois de comprendre la structure. En tant que développeur, on a eu du mal au début à comprendre comment ça s'organisait, et c'est Patrick qui nous a pas mal aiguillé là-dessus. Donc, finalement, ce qu'on a développé, c'était vraiment une extraction de données. On a développé ça pour l'aspect technique en OCaml, avec des monades, parce que voilà, c'était un petit challenge et c'était marrant. On appelle ça de la programmation fonctionnelle, pas spécialement ici, pas spécialement parce que l'outil fonctionne entièrement ici, mais juste parce que c'est une autre manière de faire. C'était pour nous un challenge. Et c'est un peu le but d'un hackathon aussi, de s'amuser et de voir où sont nos limites. Et c'est tout pour l'aspect technique en tout cas. Alors, wiki citoyen, il y a le terme wiki. Pourquoi est-ce qu'on utilise un wiki? C'est pour que chacun, le plus facilement possible, c'est-à-dire pas zéro effort, hein, quand même, il faut pouvoir savoir lire et écrire, mais avec le minimum d'effort, puisse aller rentrer des données qui le concernent. Ça permet aussi d'être alerté quand une page est modifiée, c'est-à-dire s'il y a une nouvelle donnée, quelqu'un qui est intervenu, on peut savoir en temps réel, et s'il y a quelque chose qui apparaît, le dialogue peut se constituer. Et donc il y a aussi des alertes. Il y a trois grandes perspectives. D'abord la règle. La règle, c'est quelque chose que j'ai déjà fait il y a longtemps, qui est, avec droit de regard, c'est pour les communes, une semaine avant la réunion, il y a un document qui est publié. Éventuellement dans la réalité c'est 2 jours si urgence, ou dans la pratique 2 heures avant, ou même après. Et donc l'objectif à ce moment-là était de simplement constater. Constater c'est bien, à un moment donné c'est bien de dire à nos représentants, voilà ce que moi je souhaite. On a une semaine, donc on est en temps réel, et ce temps est court. Et donc il faut donner à tout le monde l'occasion d'intervenir sur les règles qui vont gérer notre vie commune. Petite parenthèse pour l'aspect financier, c'est difficile à financer, on va s'orienter vers de la mutualisation, c'est-à-dire qu'il y a
disons 300 communes, 1 minute par commune, ça fait 5 heures de travail, 10 minutes, ça fait 50 heures. 50 heures tous les mois à traiter. Et voilà, merci beaucoup. C'était la dernière présentation. Maintenant, un peu de patience et je vais vous afficher Est-ce que tout le monde a son téléphone? Ah oui, oui. Est-ce que tout le monde a son téléphone? On va vous communiquer le QR code ou le Bitly, mais le QR code, je ne suis pas sûre qu'on sache l'exploiter à l'écran, en fait. Nicolas, tu es prêt? Pardon. Donc, vous pouvez voter pour votre projet favori. On peut bien sûr voter pour le sien, mais on n'a pas moyen de contrôle de ça, mais vous pouvez aussi être fair play et voter pour une autre équipe que la vôtre. Tu es sur lequel? Tu es sur le 2, hein? Oui, mais c'est là. Pourquoi tu es comme ça? On voit tout ce que vous faites. Oui, mais... Non, mais je vous dis. Ah non, c'est pas sûr. Affiché. Mais attends une seconde. Oui, mais je vois pas comment... Bon, il est affiché là, mais on n'arrive pas à le mettre en grand écran. Parce que... C'est la suite, c'est quoi la caméra? Ça fait... Il y a un truc qui F11, des choses comme ça. F11. Attends, je sais pas, moi. Ça, c'est Firefox. Je sais pas sur Safari, je sais pas. Bon, est-ce que vous le voyez ou pas? Non, il faut qu'il voit l'adresse. Bah oui, mais... Non, il ne la voit pas. Il voit ce que ouais. Zoom out. Ah, vas-y. Je sais pas comment tu fais. Moi, si tu te mets comme ça, la barre, elle disparaît. Suivant, laissez l'URL s'il vous plaît. Voilà. Voilà, quand c'est une URL. Est-ce que tout le monde sait lire l'URL? Ok. Nicolas, il a mis combien? Tu comptes, Nicolas? On arrête? Ah, attends. Que le Wi-Fi a un problème, je vais voir si je peux partager mon coffre. Encore 30 secondes. Là, est-ce que j'en ai un? Non, j'en ai pas. En 30 secondes, je peux pas le faire. Tant pis. Allez, encore... 10 secondes.
Tout le monde y est là ou pas? Bon, allez, on laisse encore 30 secondes. Bon, on l'a eu vite, là. Mais une fille, il est là, mais je peux pas partager en 30 secondes. C'est trop court. Oui, je suis connecté au film, mais c'est ceux qui ne sont pas connectés. Donc après, on va dire qu'on le jury souhaitait pour délibérer. Et tu as trouvé attention. Oui. Je sais pas qui l'a fait. Ok, on va arrêter. On clôture les votes. Nicolas, c'est fait? Nicolas, c'est fait? Ok. Maintenant, la suite de l'après-midi, le jury va se retirer pour délibérer, lire tous les documents que vous avez produits, le rapport des coachs, votre business plan et évaluer la présentation, les présentations. Et puis, ils vont revenir après dans la cérémonie de clôture. Maintenant, on aura le MIC qui va nous entretenir pendant 1 heure environ. Et où sont les personnes du MIC? Je ne le vois pas là, donc il est... Ah, ils sont là. Allez, alors.